Comment scaler sans dégrader la relation client avec ses emails? C'est la question à laquelle je vais essayer de répondre dans cet épisode. Et pourquoi c'est important de faire ça? Pourquoi c'est important d'essayer de répondre à cette question pour ton business? Aujourd'hui, c'est important. Pourquoi? Parce que quand tu démarres ton business, c'est toi qui fais tout. C'est toi qui vas écrire évidemment tes emails, c'est toi qui vas prendre des appels, c'est toi qui va animer peut-être les webinaires, c'est toi qui va faire tes pages de vente. Bref, tu es au four et au moulin, tu t'occupes absolument de tout. Ça, l'avantage de faire ça, c'est que, eh bien, les gens aujourd'hui, on le sait, en tout cas c'est moi, c'est comme ça que je le ressens. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais les gens achètent des gens. Ils achètent une personne. C'est-à-dire que, du coup, ici, on a un vrai enjeu. Donc, comment est-ce qu'on fait, nous, quand on va scaler, quand on va devoir déléguer justement ces parties-là, parce qu'on peut pas tout faire, c'est évident, surtout si on veut grossir. On peut pas être à la tête de toutes les choses qu'il y a à faire, notamment l'écriture d'email, la création de contenu, le closing, la vente, le marketing, le service client. On peut pas. Donc, on est obligé de déléguer. Mais du coup, l'un des gros problèmes, l'un des gros enjeux, c'est qu'une fois qu'on délègue, très souvent, l'une des peurs, des freins, c'est la perte de qualité. On se dit que les choses vont pas être faites telles que nous on l'aurait fait, que ce sera moins bien, que les gens n'ont pas toutes les informations, ils ne sont pas aussi engagés, et du coup c'est difficile. Voilà, c'est pour ça qu'on va regarder ici comment faire pour si tu es dans cette situation, que tu te dis moi j'ai délégué déjà tes mails, l'écriture de tes mails, de vente, de nurturing, c'est très bien. Ou alors si tu es sur le point de le faire, comment éviter de gâcher la relation client? Comment faire en sorte que les gens ne continuent en tout cas de se reconnaître dans ce que tu fais, mais ne soient pas complètement choqués, parce que voilà, on peut très bien engager quelqu'un qui d'un coup est très différent de nous. Donc voilà, ça c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais dévoiler exactement comment je fais dans la pratique pour faire ça, et comment et quels résultats on a pu obtenir. Donc tu vas vraiment pouvoir, en tout cas si tu restes jusqu'à la fin, tu auras des clés. Je veux que cet épisode soit le plus concret possible et que tu repartes avec des actions, des choses que tu peux immédiatement mettre en place. Tu pourrais même, pourquoi pas, envoyer cet épisode au copywriter ou au membre de ton équipe que tu penses qui est concerné par les questions, et il pourrait repartir avec un plan exact d'action pour justement corriger le tir, scaler tout en gardant la relation client. Du coup, c'est quoi le problème aujourd'hui? Le problème aujourd'hui, la grande difficulté, c'est comme tu l'as compris, c'est que tu ne peux pas tout faire. Tu es obligé de faire confiance à quelqu'un. Et le problème, souvent, c'est qu'aujourd'hui, on va engager, du coup, pour écrire nos emails, un copywriter. Et pourquoi c'est un problème d'engager un copywriter? Alors évidemment, je vais pas mettre tous les copywriters dans le même sac. J'ai moi-même été positionné comme un copywriter pendant des années. J'en connais plein, des gens très bien. Il y a aucun souci à ce niveau-là. Mais pourquoi la plupart des copywriters vont ruiner finalement cette relation client? Parce qu'on sait que c'est le cœur du business. On sait que les gens, ils t'achètent toi. Et ils sont sur un fil. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est un enjeu primordial, c'est de garder la confiance, surtout dans un monde où règne la méfiance. Aujourd'hui, on le sait très bien, plus quelque chose est rare, plus elle a de la valeur. Or aujourd'hui, la confiance est devenue de plus en plus rare. Les gens se méfient d'absolument tout, notamment, bien sûr, avec la naissance des fake news et puis l'arrivée des IA qui permet maintenant de créer des gigaoctets de fausses images, de fausses voix, typiquement de fausses vidéos, de fausses informations, et surtout il y a les réseaux sociaux pour propager toutes ces choses-là. Donc, résultat, ça veut dire que les gens sont de plus en plus méfiants. Et donc, c'est du coup de plus en plus important de conserver cette confiance. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en confiant ton copywriting, tes emails à un copywriter, c'est qu'il va vraisemblablement, en tout cas de mon expérience, le plus probablement, c'est qu'il va ruiner cette relation de confiance. Et donc, ça va avoir des conséquences graves qu'on va voir tout à l'heure. Et pourquoi est-ce qu'il risque, probablement actuellement, il est en train de détruire tout ce que tu as construit, toute cette confiance, cette relation. Pourquoi?
Tout simplement parce que c'est comme ça qu'il a été programmé, c'est comme ça qu'il a été câblé et éduqué, du moins s'il a suivi 99,9% des formations que j'ai suivies, qui sont les plus populaires. Et moi-même, j'interviens d'ailleurs dans certaines de ces formations, en tout cas dans une d'entre elles, j'ai même 2 masterclass dans lesquelles j'interviens. Et en fait, pourquoi c'est un problème? Pourquoi les copywriters font n'importe quoi? Eh bien, tout simplement parce que leur mentor, et vraiment je t'invite à faire un exercice, c'est souvent un exercice qui est demandé, questionne ton copywriter ou le futur talent que tu as envie d'engager, demande-lui qui sont ses mentors en copywriting. Et je te parie que tu as 9 chances sur 10 qui te disent moi c'est Gary Albert, moi c'est Eugene Schwartz, moi c'est Gary Bencivenga, etc. S'il te dit, prenons un exemple, s'il te dit, bah écoute, en fait ça ce sont des copywriters qui ont brillé dans les années 60, 50, 60 par là. C'était l'apogée du copywriting et ces copywriters faisaient vraiment des millions de dollars juste en envoyant de simples lettres par la poste, donc avec un petit coupon de commande. Ils vendaient toutes sortes de choses, bref, des aspirateurs, des programmes de musculation, des programmes de minceur, des programmes pour apprendre par exemple le piano. On a plein de beaux exemples comme ça. Et pourquoi c'est un problème si ton copywriter, son mentor, en tout cas la personne à qui il a envie de ressembler, c'est, prenons l'exemple de Gary Albert. Le problème, c'est que quand on regarde ce que faisait Gary Albert et la plupart de ses copywriters, voire la totalité, il y a une lettre de vente, on appelle ça une lettre de vente à l'époque, c'était des lettres littéralement qui étaient envoyées et pas des pages de vente. Aujourd'hui, voilà, sur Internet, ce sont des pages. Mais l'une des plus célèbres, c'est les armoiries de Gary Albert. Et donc, Gary Albert, qu'est-ce qu'il fait? C'est que il prend du coup une lettre dans laquelle il l'envoie à des gens en disant bah écoutez, j'ai fait des recherches, je voulais savoir un petit peu quelles étaient les origines de mon nom de famille et voilà, en parcourant plein de documents et je sais, j'ai plus trop les détails, c'est pas vraiment la chose la plus importante de toute façon, mais voilà, en faisant mes recherches, j'ai découvert bien les origines de ma famille, de mon nom de famille. J'ai pu remonter des dizaines, voire des centaines d'années en arrière. Et du coup, j'ai fait imprimer toutes les armoiries, toute l'histoire de mon nom de famille. Et du coup, mais le problème, c'est que j'en ai fait imprimer quelques exemplaires et moi, j'en ai besoin que d'un seul. Et donc, j'ai vu que vous portiez le même nom que moi. Et c'est pour ça que je vous contacte aujourd'hui. Et je me suis dit, peut-être que vous pourriez être intéressé de récupérer un exemplaire. Si c'est le cas, répondez tout simplement à mon courrier, vous mettez votre adresse, etc. Vous m'envoyez un chèque et je vous l'envoie. Voilà, c'est juste pour payer les frais de livraison. Voilà, c'est quelque chose comme ça. J'aurais peut-être dû lire juste avant l'épisode la fameuse lettre. Voilà, vous me pardonnerez si c'est pas exactement ça ce qui est dit. Mais dans les grandes lignes, c'est ça. Et pourquoi c'est un problème, cette lettre? Parce que toute cette histoire, en fait, elle a été inventée de toutes pièces. C'est-à-dire que en réalité, ça s'est pas du tout passé comme ça. C'est très 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 fort probable. En réalité, Gary Albert, il a envoyé cette lettre en changeant le nom à la fin. Donc, il n'a pas envoyé qu'aux gens qui s'appelaient Albert, mais aux gens qui s'appelaient Monsieur et Madame Smith, Monsieur et Madame, je sais pas moi, Bush, Monsieur et Madame Clinton. J'ai une liste de noms de présidents là qui me surviennent. Bref, j'envoie. En fait, il changeait les noms de famille. Donc, comme ça, il pouvait envoyer à plus de gens. Donc ça, c'est déjà un premier mensonge. Deuxième mensonge, il signait la lettre au nom d'une femme parce que voilà, on se méfie peut-être moins des femmes. Donc, deuxième mensonge. Toute cette histoire où il disait je n'ai que quelques exemplaires, par exemple, pour créer de l'urgence, c'était aussi inventé parce qu'en réalité, si vous lui commandiez 1 million d'exemplaires, s'il y avait par exemple 1 million de Smith aux États-Unis qui étaient prêts à commander, il allait imprimer plusieurs exemplaires. C'est déjà un troisième mensonge. Et toute cette histoire a été également inventée. Donc c'est un quatrième mensonge. Et finalement, quand on y réfléchit, tout ça, finalement, quand ton mentor et tous les autres, c'est la même chose, sont des menteurs,
Bah, du coup, qu'est-ce qu'on se retrouve en 2025? On se retrouve avec finalement des gens qui, au départ, des copywriters qui, peut-être, je pense pour la majorité d'entre eux, sont des gens honnêtes et qui ont envie de bien faire les choses, mais ils se retrouvent à mentir parce que c'est ça qu'on leur enseigne. Parce que quand ils prennent des formations en copywriting, on leur dit, écoutez, le copywriting, c'est ça. Sauf on le dit pas directement parce que voilà, moralement, éthiquement, ça se ferait pas de dire aux gens voilà, je vais vous apprendre à mentir pour mieux vendre, etc. Bon, les gens n'ont pas envie d'assumer et je suis pas sûr non plus à 100% qu'ils en soient conscients, mais ça, peu importe qu'ils soient conscients ou inconscients, ces formateurs en copywriting, euh, ce qui compte, c'est les faits. Et les faits, c'est que on enseigne, que ce soit de manière consciente ou inconsciente, aux copywriters de nos jours, à mentir pour vendre. Donc en gros, c'est ça qui est fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est très dangereux de confier son copywriting à un copywriter. C'est quand même paradoxal. Pourquoi? Parce que les gens le sentent quand on nous ment. On a tous un sixième sens, je veux dire, on a un truc, on voit bien quand quelqu'un est devant nous, qu'il essaye juste de nous refourguer sa came, qui force, surtout vu les tactiques utilisées. Du coup, c'est justement, de manière concrète, que font les copywriters? Quels sont les mensonges qu'ils racontent pour vendre? Ils vont faire typiquement des fausses promesses. Ils vont faire une fausse promo. Ils vont faire une fausse urgence. Ils vont mettre en avant de faux résultats, de faux témoignages, par exemple. Donc, ils vont raconter des fausses histoires, ok, ou enjoliver. Donc, finalement, on se retrouve avec des gens qui sont prêts à absolument tout pour faire une seule vente. Or, la question que je me pose, est-ce que vraiment, vu qu'ici, on veut scaler, on veut garder cette relation avec le client, on veut qu'il soit, vu que les gens achètent quelqu'un, quelles sont les probabilités que la relation client soit préservée quand on ment à quelqu'un et qu'il le sent? C'est quoi les probabilités? Est-ce que tu penses que vraiment, si tu es là pour durer et que ton objectif c'est de faire du long terme, est-ce que tu penses que tu augmentes tes chances en débutant la relation tout de suite? Et ça se fait souvent très très tôt dans la découverte de l'entreprise, dans le tunnel de vente. Dès le départ, tout de suite, première chose, je te mens sur ci, je te mens sur ça, je te mens sur ci, et ça, et ça, et ça, et ça. Je te mens un peu, je fais que de te mentir, mentir, mentir. Est-ce que vraiment, toi, de ton expérience de vie, c'est la façon la plus efficace de créer une relation d'amitié, une relation passionnelle, amoureuse, une relation familiale, amicale, professionnelle, bref. Est-ce que c'est vraiment le meilleur moyen? Est-ce que c'est comme ça qu'on crée une bonne relation durable? Ça, vraiment, je te laisse réfléchir. Et pourtant, c'est exactement ce que font les copywriters. Donc ça, c'est le vrai problème aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qui se passe si tu fais rien? Qu'est-ce qui va se passer? Du coup, tu vas recevoir des plaintes de tes abonnés. Et ça, j'ai Thomas Creton qui est ici passé dans le podcast, et j'ai déjà eu plein d'autres témoignages de clients également qui m'en ont fait part, qui m'ont dit, et Thomas le dit ici dans le podcast, c'est pour ça que je le mentionne, vous pourrez aller vérifier par vous-même. Donc, il dit, j'ai été contacté par un copywriter, l'offre était très séduisante, il disait même, franchement, les copywriters, on voit qu'ils comprennent la vente et tout. Donc voilà, je me suis fait happer, j'ai essayé, et j'ai reçu une plainte d'un de mes abonnés qui me disait, écoute, Thomas, je ne te reconnais plus. Voilà, je te reconnais plus, tes mails sont hyper pushy, hyper agressifs, c'est pas toi en fait, et je suis déçu en fait. Et du coup, on sait qu'il y a toujours une majorité silencieuse. Pour une personne qui parle, il y en a peut-être 100, 200 qui ressentent la même chose. Vu la taille de la liste de Thomas, je suis prêt à parier que peut-être 50, 60, 80% des gens ont ressenti la même chose. Et du coup, est-ce que ça c'est vraiment pérenne? Donc voilà, là on a un vrai problème, on veut scaler, on délègue, et puis notre copywriter a détruit tout derrière. Donc, si tu fais rien, qu'est-ce qui va se passer? Les gens, finalement, ils vont être déçus. Ils vont être déçus puisque ton copywriter va faire des fausses promesses, des fausses promos, il commence tout très 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 mal. Donc, les gens, peut-être qu'ils peuvent se faire avoir une fois par ton copy, c'est pas que ton produit n'est pas suffisamment bon, c'est juste que lui, on lui a dit que la vente c'est ça. Donc, voilà, il n'a pas compris. Résultat, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens vont juste se détourner de toi et ils vont juste aller ailleurs. Donc ça, c'est un vrai problème.
Qu'est-ce que tu peux faire du coup? C'est quoi les solutions que tu peux essayer, que la plupart des gens, justement, dans cette situation, quand ils en prennent conscience, déjà là, c'est l'étape, est-ce que tu en as pris conscience, oui ou non? Si tu en as pris conscience, bah, l'une des choses que tu peux tenter de faire, c'est tout simplement, tu te dis, bah, je vais engager un autre copywriter. Je vais engager quelqu'un qui est plus éthique, etc., plus moral. Le problème, c'est que, bah, justement, la plupart des copywriters, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, il y a qu'un seul type de formation, et c'est toujours la même chose, c'est que tu te retrouves au final avec un copywriter qui va de toute façon, parce que c'est dans la génétique, c'est vraiment, c'est comme ça que les gens sont formés. Même les gens qui ont envie de bien faire, ils n'ont pas le choix. Il n'y a qu'un seul type de formation aujourd'hui en francophonie, à ma connaissance, en français. Si vous en avez, bah dites-le moi. Mais et moi, j'en ai acheté des dizaines, enfin peut-être pas des dizaines, j'exagère, mais j'en ai acheté les principales. En tout cas, je les connais, je les ai suivies. Bah, je peux vous assurer que, en tout cas, moi de mon expérience, c'est toujours la même chose. Donc ça marche pas vraiment. Évidemment, tu peux dire, bon, bah écoute, je vais continuer à faire par moi-même, puisque eux sont incapables de garder, non seulement d'arrêter de mentir, mais de garder ce ton, cette façon que j'ai de parler, etc. Bah voilà, j'ai pas le choix, je le fais par moi-même. Mais là, le problème, c'est évidemment que tu peux pas scaler, enfin, t'as tellement de meilleures choses à faire. Enfin, je veux dire, entre la vision de ton entreprise, gérer les gens, euh, et accompagner bien sûr tes clients. Donc ça marche pas vraiment. Tu pourrais aussi te dire, bah écoute, j'arrête les mails, voilà. Mais on le sait tous que l'argent est dans la liste, et surtout dans les business d'infopreneurs, de vente sur Internet, bah, la plupart des ventes se fait quand même par mail. Donc ça serait quand même vraiment dommage, et se tirer une balle dans le pied. Évidemment, tu peux te dire, bah écoute, bah, je vais garder le même copy, va continuer à être aussi agressif, mais voilà, je vais envoyer un peu moins d'emails, voilà, pour pas qu'ils se sentent autant attaqués. Le problème de ça, c'est que si moins t'envoies d'emails, bah, moins t'as de temps passé avec les gens. Et on sait qu'aujourd'hui, bah, les gens, ils passent très très vite à autre chose, surtout avec tous les shiny objects qu'on a. C'est-à-dire que aujourd'hui, la personne qui est dans ta liste, peut-être qu'aujourd'hui, mettons, tu vendes une formation, allez, ça pourrait être quoi? Tu aides les commerçants. Eh ben, les gens qui sont dans ta liste sont aussi dans la liste de tes concurrents qui proposent des solutions pour les commerçants, pour les aider à développer leur business. Mais ils sont aussi dans la liste de gens qui leur parlent d'IA, de productivité, dans la liste de ceux qui leur parlent de pourquoi pas créer un webinaire, de la liste de ceux qui leur disent qu'il faut communiquer sur les réseaux sociaux, de la liste de ceux qui leur parlent d'acquisition avec la publicité. Bref, ils ont des centaines et des centaines de propositions. Donc, ils sont dans plein de listes. Donc, moins tu es présent dans la vie des gens, plus ils t'oublient. Et plus ils vont, finalement, au lieu d'aller dépenser ton argent, leur argent dans ta formation, vont aller le dépenser dans la formation de quelqu'un d'autre. Donc, envoyer moins d'emails, ça marche pas vraiment. Ou alors, bah, tu peux juste tout simplement accepter les choses et te dire, bon, bah, c'est comme ça, Francisco, bah, il y a juste pas de bons copywriters qui ne détruisent pas la relation client. C'est comme ça. De toute façon, bah, au final, bah, tout le monde fait pareil. Faut bien faire son business, faut bien vivre. Ben, tant pis. Moi, je continue et puis ça marche. Écoute, c'est peut-être pas l'optimal, mais voilà. Évidemment, tu pourrais te dire ça. La conséquence de faire ça, bah, justement, c'est ce qu'on va voir, c'est que bah, du coup, les gens vont quand même perdre confiance en toi. Euh, et du coup, quelqu'un qui n'a pas confiance en toi parce que bah, ton copywriter, il a été entraîné pour détruire ça finalement, malgré lui. Mais, voilà, parfois malgré lui, je pense que la plupart sont bienveillants, mais ils sont juste programmés pour ça. Enfin, leurs mentors, les gens qu'on leur met sur un piédestal, c'était juste des gens bah, finalement qui étaient certes très talentueux, ils arrivaient à vendre, mais ils n'arrivaient à vendre qu'une seule fois. C'est ça faut garder à l'esprit. C'est-à-dire que ces copywriters des années 60, ils faisaient que du one shot. Donc ils t'envoyaient une lettre de vente par courrier en te disant bah voilà, tiens, nous on a une formation pour apprendre le piano par exemple. Ben voilà, avec un bel argumentaire, deux trois mensonges en plein milieu. Et puis voilà. Et puis ils te vendent ta formation, ils la vendent pas, tant pis.
même si tu achètes, ils ont rien d'autre à te proposer. C'était vraiment des business one shot qui étaient réfléchis comme ça. Sauf que toi, aujourd'hui, ce qui fait ta rentabilité, c'est de rentabiliser chaque lead. C'est une fois que quelqu'un rentre dans ton business, quelqu'un qui te découvre, qui accepte de donner son email par exemple, eh ben, on a envie de l'aider tout au long de sa carrière parce que typiquement, bah voilà, si je reprends l'exemple de si tu es formateur pour les commerçants, bah ton commerçant aujourd'hui, peut-être tu vas lui résoudre par un premier programme, un premier accompagnement, son problème d'acquisition, mais derrière, il a quand même un problème de conversion, et puis un problème de fidélisation, et puis il a peut-être un problème pour déléguer, il a peut-être un problème pour gérer son équipe de management, il a peut-être un problème parce qu'il a envie d'être plus efficace, donc il veut apprendre l'IA, il a peut-être des problèmes par rapport à son pricing, des problèmes marketing, des problèmes. Enfin, bref, les problèmes sont illimités. Donc, en réalité, tu peux les aider tout au long de leur vie. Donc, c'est quand même dommage de se dire, j'ai ici quelqu'un que je pourrais aider toute sa vie, mais mon copywriter fait les choses de telle manière que je vais pouvoir l'aider qu'une seule fois dans le meilleur des cas, et puis ils vont partir. Ça va ruiner toute ta rentabilité. Donc c'est vraiment important. Du coup, ça c'est vraiment les conséquences sur le long terme, c'est que ton business, il est de moins en moins pérenne parce que on sait que les gens sont de plus en plus méfiants. On sait également que l'acquisition coûte de plus en plus cher. On voit typiquement, là, dernièrement, j'ai vu Alec Henry qui sort un film qui a même été projeté dans une salle. Je te dis pas le coût de création pour un film comme ça. Il y a plein de lieux de tournage dans plusieurs pays. Il a engagé un réalisateur. Bien sûr, j'imagine qu'il y a des caméramans, qu'il y a des preneurs de son, des monteurs, peut-être des maquilleurs, des habilleurs. Enfin, on est vraiment sur quelque chose d'un niveau très, très avancé. Idem pour Max Piccinini qui sort également un film. Bref, aujourd'hui, ça coûte une fortune. Dernièrement, j'ai enregistré un épisode de podcast en présentiel. Je veux dire, le coût pour louer le studio, pour faire le montage, pour faire les reels, ensuite créer tout ce contenu, etc., le divulguer. Et si en plus j'ai envie de le promouvoir, bah, il va falloir que je paye. Ça coûte une fortune. Donc la création de contenu, ça prend beaucoup de temps et ça coûte cher. Et idem pour l'acquisition. Je veux dire, les publicités, il faut engager justement quelqu'un qui va écrire les pubs. Il va falloir engager une équipe de tournage parce qu'aujourd'hui, on voit bien les niveaux des pubs de beaucoup de formateurs et vraiment, c'est très léché, c'est très propre. Il va falloir trouver un lieu sympa. Il va falloir peut-être faire attention beaucoup plus à l'éclairage. Enfin, on n'est plus autant de Norman qui fait ses petites vidéos dans sa chambre avec une petite webcam et une petite lampe de chevet machin pour son éclairage. Là aujourd'hui, les gens louent des studios. Bref, tu sais tout ce que je te raconte. Donc ça signifie que si les coûts d'acquisition sont super chers, que derrière en plus on a des outils qu'il faut payer, qu'on a en plus toute une équipe qu'il faut derrière, eh ben c'est d'autant plus important que chaque personne qui rentre, bah, on l'aide au maximum et on l'accompagne tout au long de sa vie. Donc, vraiment mettre en main, confier les gens, toute ta liste, donc tous les gens que tu as durement gagnés et convaincus de te rejoindre, les mettre entre les mains d'un copywriter, c'est un vrai danger sur le long terme. Ça, on le voit. Autre danger, du coup, donc les gens perdent confiance, ils reviennent pas. Autre danger, bah, c'est tout simplement la loi, en fait. La publicité mensongère est un délit pénal en France. Les peines encourues vont de 10% du chiffre d'affaires qui va être prélevé, voire 50% des dépenses engagées en publicité. Ok, tu as engagé 100 000 balles pour faire ta pub, pour ton challenge, mais dans cette pub, tu fais des fausses promesses parce que ton copywriter, bah, il t'a écrit un script très sympa pour ta pub. Voilà, tu as mis 100 000 euros, tu vas avoir une amende potentielle de 50 000 euros. Et évidemment, plus si l'infraction est faite sur Internet, les peines sont encore plus fortes que si elles sont faites pour une boutique traditionnelle en physique. Tu peux être condamné à une peine de 5 ans de prison et de 750 000 euros d'amende. Voilà, ça c'est vrai. En fait, enfin, je veux dire, c'est juste une question, est-ce que tu veux respecter la loi? Est-ce que
quand tu t'es lancé dans ton business, tu t'es dit, moi, j'ai pas d'éthique, j'ai pas de morale, je m'en fous, je suis ici, coûte que coûte, je veux juste prendre mes millions et me casser. Il y en a probablement qui font ça, mais moi, je pense que la majorité des gens, c'est pas ça qu'ils ont envie de faire. Aujourd'hui, c'est ce qui est fait. Alors, on peut se dire, ok, mais quel est le risque finalement? Qui a déjà été condamné pour ça? On voit tellement tout et n'importe quoi sur Internet. Voilà, moi, tranquille, de toute façon, tout le monde fait pareil, c'est comme ça. Bien sûr qu'on peut réfléchir comme ça, mais ça, c'est vraiment réfléchir à court terme. Mais on voit très bien qu'aujourd'hui, Internet a été de plus en plus, comment dire, euh, fliqué. Je ne sais pas si c'est vraiment le mot approprié, mais aujourd'hui, on est de plus en plus surveillé. Je veux dire, il y a encore quelques années, moi je m'en souviens encore, eh bien, on piratait de la musique, on piratait des films, on piratait des séries, on piratait des films, je l'ai déjà dit, des livres. Bref, vous tapiez sur Google, faites ça aujourd'hui, tapez sur Google Game of Thrones streaming. Vous allez même avoir beaucoup de mal à trouver un site qui propose ça. Cherchez un moyen de télécharger de la musique, cherchez un moyen de télécharger des films, etc., et des séries, des livres et tout ça. Vous allez avoir beaucoup de mal. Alors que c'était le Far West il y a encore quelques années. Qui vous garantit à 100% que vous n'êtes pas les prochains sur la liste, que la police ne va pas commencer à enquêter, à se dire finalement, tiens, c'est qui ces formateurs? C'est quoi ces histoires-là? Parce que finalement, on voit beaucoup de reportages dans de grands médias qui se multiplient sur la question. Je me souviens d'avoir vu, je pense, un complément d'enquête sur les dérives du trading et des formateurs, etc. à Dubaï, une catastrophe. Idem probablement sur des grandes chaînes aujourd'hui, télé, M6, TF1, etc. J'imagine qu'il y a plein de reportages sur ça, et on connaît ces médias malheureusement. Ils mettent un peu tout le monde dans le même sac et ça c'est évidemment une erreur. Eux ils sont juste là pour faire aussi le maximum de vues, donc ils vont pas parler des bons formateurs, des gens qui font bien les choses. Ils vont évidemment faire le reportage le plus clickbait possible, le plus trash possible, et on va montrer vraiment que les mauvais côtés. Ça c'est un vrai problème, mais c'est pas la question du jour. La conséquence de ça, c'est que on voit que ok, finalement, les Français commencent à prendre conscience, commencent à devenir méfiants, et qui dit que les autorités, qui te dit qu'elles vont pas venir. Et regardez, tiens, c'est marrant, sur votre page de vente, vous dites quand même que, on va devenir riche. C'est 100% sûr. On dit que que avant votre formation vous la vendiez 2000 € et que là c'est un prix cassé, elle est que à 1000 €. Or, on vous a jamais vu la vendre à 1000 €. Vous dites que telle personne a mis tel témoignage. Or, nous, on ne trouve pas la preuve ni de ça, ni la source. Tiens, voilà. Donc, ne serait-ce que pour se mettre dans les clous, ne serait-ce que pour respecter la loi, ne serait-ce que pour se sentir mieux, ça peut valoir le coup de trouver une solution. On va y revenir. On va y revenir tout de suite. Donc, on voit vraiment que les conséquences, elles peuvent être graves, que ce soit en termes de business ou en termes de légalité. Le problème aujourd'hui, la question, c'est qu'aujourd'hui, il ne sert à rien de chercher un autre copywriter. Parce que le problème, ce sont les copywriters. Donc la solution, aujourd'hui, c'est de trouver quelqu'un, idéalement un ingénieur relationnel, quelqu'un dont le focus est la relation client. Parce que une fois que tu fais ça, parce qu'aujourd'hui, vraiment, t'as deux camps. Le copywriter, lui, son focus, c'est la vente. Et vu que son focus, c'est la vente à court terme, il va utiliser toutes les tactiques manipulatrices, mensongères possibles pour vendre. Il a été programmé pour ça. Et de l'autre côté, tu as l'ingénieur relationnel. Lui, il a été programmé et conçu, il n'utilise que les tactiques faites pour optimiser la relation et pour la garder sur le long terme. Pas parce qu'il ne cherche pas à faire une vente, une fois, mais il cherche à en faire une, deux, trois, quatre, 10, à garder le client à vie. Et ça, c'est vraiment ce que tu dois faire. Tu dois pas chercher un autre copywriter, un énième copywriter. Ce que tu dois chercher, c'est, à mon avis, un ingénieur relationnel, quelqu'un qui privilégie la relation à toute autre chose. Parce que c'est comme ça que tu vas avoir un business pérenne sur le long terme. Parce qu'une fois qu'on a la confiance des gens, qu'on arrive à la préserver,
qu'on arrive à délivrer ce qui a été promis. Parce que justement, on fait pas de fausses promesses, on fait pas de fausses promos, on fait pas de faux témoignages, on promet pas des choses que, tu vois, que toi, tu vas pas pouvoir délivrer, malheureusement. Ok? Donc, du coup, les gens, ils ne peuvent pas être déçus. L'idéal, ça serait même de sous-promettre et de sur-délivrer. Aujourd'hui, la plupart des gens font, en tout cas des copywriters, font tout le contraire. Surpromettre et sous-délivre. Et toi, tu es obligé de sous-délivrer, même si tu as envie de bien faire les choses, bah, tu n'y arrives pas parce que ton copywriter, juste, il veut tellement vendre à tout prix que, ben, tu n'y arriveras pas, en fait. Ok? Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de faire ça. Parce que ça, typiquement, on pourrait se dire, ok, Francisco, c'est joli, c'est magnifique, on va mettre en avant la relation, mais qu'en est-il du chiffre d'affaires, des résultats? Parce que bah, moi, j'ai quand même besoin de payer, ne serait-ce que mon équipe, j'ai besoin d'aider les gens. Donc, si je fais ça, si j'arrête de prendre un copywriter, je prends un ingénieur relationnel comme toi, par exemple, je vais vendre beaucoup moins, n'est-ce pas? Eh bien non. Parce que regarde bien ce que font les plus grandes entreprises du monde. Est-ce que Apple, ils te font des fausses promos? Est-ce qu'Apple te fait des fausses promesses? Est-ce qu'Apple, je te dis Apple, mais ça peut être Apple, Amazon, Netflix, les plus grosses entreprises du monde, est-ce qu'elles te mentent? Est-ce que tu te sens trahi une fois que tu as acheté? Ou est-ce que, au contraire, tu te retrouves euh, avec des bonnes surprises à l'intérieur? Tiens. Et on voit bien qu'on n'a pas ça, en fait, et que ça marche hyper bien. Typiquement, bah, par exemple, je prends le cas d'Amazon, je me dis, bah, tu te dis, bah, tiens, je vais prendre Prime parce que j'ai besoin d'être livré un peu plus vite, ça m'arrange, je suis un peu impatient. Et est-ce que on te vend Prime comme un truc incroyable et après t'es déçu? Non, c'est plutôt le contraire. On te dit, bah, écoute, prends Prime, comme ça je te livre plus vite. Et d'un coup, vous découvrez, mais en fait, c'est génial avec Prime. J'ai Prime Video, donc une app pour regarder des films et des séries. J'ai Prime pour le gaming, apparemment, je crois qu'ils ont une plateforme où tu peux même jouer à des jeux vidéo. Tiens, bah, j'ai Prime musique. Tiens, bah, je peux écouter de la musique avec mon Prime et tout un tas d'autres avantages dont je connais pas les détails. Mais ça, c'est génial, tu vois. Donc, du coup, tu te dis, mais en fait, c'est génial. Et tout est réfléchi pour garder chez Apple, chez Amazon, c'est l'obsession client. On veut servir les gens mieux, du mieux qu'on peut. Typiquement, bah voilà, si tu as un problème avec ton achat, on va te rembourser sans poser de questions. T'as pas besoin de te justifier. Juste, tu renvoies le colis. Et parfois même, on te dit, bah écoute, tu sais quoi, garde le colis, nous on te rembourse, c'est pas grave. On a des fois des bonnes surprises comme ça. Donc on surdélivre. Et du coup, bah, les gens sont tellement contents, bah, qu'est-ce qu'ils font derrière? Bah, ils restent. Donc privilégier la relation client. Amazon, c'est ce qu'ils font. Apple, c'est ce qu'ils font. Les plus grosses boîtes du monde, c'est ce qu'elles font. Et c'est pour ça que probablement elles sont devenues, entre autres, bah, les plus grosses entreprises du monde. Donc oui, ça marche. Vendre une seule fois, c'est pas pérenne. Ok? Donc ça, c'est vraiment super important. Donc aujourd'hui, bah voilà, si les infopreneurs, ils veulent arrêter de dégrader leur relation client, alors ils doivent absolument faire appel à un ingénieur relationnel, quelqu'un dont le focus est la relation long-termiste, qui a pour but du coup ne pas juste vendre une fois, mais vendre plein de fois. Donc typiquement, comment savoir du coup si on est face à un copywriter ou un ingénieur relationnel, à quelqu'un qui est fiable, à quelqu'un à qui on peut confier l'envoi de nos emails sans inquiétude. Je vais donner ici 3 petits éléments que tu peux regarder. Déjà, est-ce qu'il t'a proposé de faire un audit complet? Est-ce que, typiquement, il t'a demandé, écoute, c'est quoi ta vision long terme? Qu'est-ce que tu essayes de faire? Est-ce qu'il t'a posé ces questions-là? Est-ce qu'il t'a posé des questions sur la segmentation? Est-ce qu'il t'a dit, écoute, est-ce qu'on peut segmenter ta liste? Est-ce qu'on peut calibrer le message en fonction des gens? Ça, c'est un signe important. Et surtout, ça, c'est vraiment ce que moi, je propose de faire systématiquement. Tiens, je vais ouvrir ici le lien. C'est de faire le minimum viable brand. Est-ce que c'est quelque chose que ton copywriter actuel t'a proposé de faire? Je vais te dire directement les détails en quoi ça consiste.
Hop, il faut juste que j'ouvre le document devant moi. Hop. Donc, est-ce que vraiment il a pris le temps de te comprendre, de te connaître, de savoir quelle est ton histoire, de savoir quelle est ta vision, quelles sont tes valeurs, euh, quel est ton ton, quelle est ta façon de parler, quelles sont les expressions que tu utilises tout le temps, qui sont ton mentor, quels sont les bouquins que tu as lus, euh, voilà, qu'est-ce qui est important pour toi, qu'est-ce qui n'a pas d'importance pour toi, quelles sont les limites de ce qu'on fait et comment on le fait. Qu'est-ce que tu acceptes de faire? Qu'est-ce que tu refuses de faire? Voilà. Typiquement, est-ce que ça, c'est des questions qu'il t'a posées? Parce que moi, de mon expérience, la plupart des copywriters, c'est très simple. Tu dis, écoute, je cherche un copywriter pour faire ma séquence mail de lancement. Voilà, pour mon webinaire. Écoute, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu peux faire ça? Ah bah oui, je peux faire ça, pas de problème, je te livre dans 15 jours. Et puis, il commence comme ça, sans faire cet audit préalable. Ah, si ça t'arrive face à quelqu'un qui se fiche complètement de qui tu es, de ce qui est important pour toi, de ton ton, de ta vision. Et du coup, évidemment, le résultat final, il va pas être bon. Évidemment que les gens vont se dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je te reconnais plus. Et là, on va avoir un problème, puisque les gens, ils t'ont acheté toi et ils se retrouvent avec quelqu'un qui parle de manière totalement différente. Moi, ce que je fais, c'est toujours un minimum viable brand. Donc, typiquement, ce que je vais demander, c'est quoi ta raison d'être? Contre qui tu te bats? Contre quoi est-ce que tu te bats? Pourquoi est-ce que tu as monté ton activité? Je vais demander, bien sûr, c'est quoi tes convictions? Euh, Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé? Et en quoi est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu penses si tu pouvais changer les choses, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu voudrais changer exactement? Donc, ok, contre quoi est-ce que tu bats? Avec quelles armes est-ce que tu te bats? Est-ce que tu fais ça, je sais pas, justement, tu veux aider les commerçants? Moi, je fais ça avec un accompagnement poussé parce que je crois que vraiment les gens ne peuvent pas réussir s'ils n'ont pas quelqu'un vraiment à côté d'eux. Et je me bats aussi avec en faisant du présentiel, par exemple. Ça peut être tes armes. Voilà, moi, je vais rencontrer ou le coach que j'attribue à mes clients, eh bien, il leur rend visite tous les trimestres directement dans leur boutique pour s'assurer que ce qu'on définit en online soit vraiment mis en pratique, typiquement. Donc ça peut être tes armes, ok? Donc, j'essaie de comprendre aussi, c'est quoi ton cri de guerre? Qu'est-ce qui définit ton entreprise? En une phrase. Aussi, je vais regarder, c'est quoi ta façon de parler? C'est pour ça que je vais faire plusieurs rendez-vous et je vais évidemment surtout aller regarder des interviews pour faire gagner du temps à l'entrepreneur. Je vais regarder des interviews de lui, je vais regarder ses contenus, je vais faire passer le maximum de temps avec la personne pour comprendre, tiens, c'est quoi sa façon de penser? C'est quelle est sa vision du monde? C'est quoi le ton? Quels sont les mots qu'il emploie tout le temps, les expressions qu'il emploie tout le temps? On a tous des tics de langage. Ça, je vais vraiment aller et je vais aussi m'aider d'IA. Je vais mettre tout ça sur certaines IA qui vont analyser des heures et des heures de contenu et je vais lui demander, écoute, sors-moi justement quel est le ton de cette personne, la personnalité, des anecdotes, des histoires personnelles. Voilà, dis-moi qui est cette personne, parce que je vais devoir parler pour elle. Donc ça, c'est vraiment un travail qui est aujourd'hui vraiment, et là peut-être tu es en train de t'inquiéter, tu es en train de te dire, mais attends, mais tiens, c'est étonnant, mon copywriter m'a rien demandé tout ça. Je lui ai demandé d'écrire mes mails et boum, il s'est lancé direct. Attention danger, quoi. Évidemment, je vais m'intéresser à ton style. Tu vois, si tu as un style très direct, voilà, est-ce que tu as un style direct ou est-ce que tu as un style indirect, entre guillemets? Est-ce que tu es plutôt du genre rentre dedans ou plutôt un peu plus doux? Est-ce que tu vas plus en douceur? Est-ce que tu parles de manière très formelle ou plutôt informelle? Est-ce que tu as un langage soutenu ou tu es beaucoup plus accessible? Est-ce que tu utilises des termes très techniques et très pointus ou alors tu es plus vulgarisateur et tu vas trouver des images mentales, des exemples un peu plus simples à comprendre, plus accessibles. Donc voilà, tout ça, je vais l'étudier. C'est au travers de toute cette étude. Et donc ça, vraiment, est-ce que ton copy fait ça? Quelle est ta personnalité? Qui es-tu? Quels sont les traits de ta personnalité? Aussi, comment
visuellement tu es, tu vois. Quelle est l'image aussi de marque que tu veux donner? Est-ce que tu veux donner une image de marque très haut de gamme? Donc peut-être que ça va être aussi important dans l'élégance, dans la façon, dans la mise en forme des emails, ou alors tu es quelqu'un justement qui est très rapide. Pour toi, ce qui compte, c'est la vitesse. Tant pis pour les petits détails. Le but, ça va être de montrer aux gens, bah voilà, que faut bûcher, faut avancer et faire le 20-80. Voilà, c'est des philosophies, des approches qui vont être totalement différentes du coup. Et c'est en s'assurant que tout ça soit bien compris qu'on peut ensuite écrire pour quelqu'un d'autre. Or, ce travail, vraiment, je pense que 80%, voire 90% des copywriters ne le font pas. Ils ne le font pas parce que je pense qu'ils ont peur de demander à leurs clients de faire toutes ces choses, parce qu'ils ont envie de servir très très vite pour vite faire rentrer de l'argent, et du coup vite mal délivrer. En fait, ils s'en fichent sur le long terme. Ils veulent pas investir tout ce temps parce que ils savent très bien que peut-être que 80% des clients qui font appel à eux ne refont pas appel à eux. Et plutôt que de corriger, d'essayer de comprendre pourquoi ils refont pas appel à eux, ils le font pas et ils sont dans ce cercle vicieux. Moi, c'est pour ça que ben, je prends pas de mission one shot. Moi, si on travaille avec moi, mais vraiment c'est ce que je te conseille, si tu travailles avec un copywriter, méfie-toi. S'il accepte du one shot, est-ce qu'il va vraiment se donner la peine de faire toutes ces choses, de vraiment, c'est un travail qui est conséquent, sans même écrire une seule ligne avant. Il y a des heures et des heures, voire même parfois ça dure. Voilà, il faut aussi le temps de pouvoir encaisser, absorber toutes ces choses pour découvrir en profondeur quelqu'un. Ça prend parfois plusieurs semaines. Donc voilà, c'est aussi, euh, est-ce que c'est quelque chose que toi tu es aussi prêt à faire, et c'est une vraie question à se poser. Donc pourquoi du coup faire, c'est quoi les bénéfices, c'est quoi les avantages du coup de vraiment maintenir cette relation client? Voilà, parce qu'on pourrait aussi, comme on l'a vu tout à l'heure, se dire, écoute, tant pis, tout le monde fait pareil. L'avantage, c'est que tu vas pouvoir scaler et garder la relation. Donc, ok, aujourd'hui, tu vas pouvoir vraiment te dire, moi, je délègue à 100% mon copywriting à la vente, mon copywriting pour le nurturing, mon copywriting pour les pages de vente, pour les publicités, les VSL, enfin presque tout aujourd'hui, même tes posts pourraient à la limite être faits par un copywriter, pratiquement toutes tes communications, pourquoi pas même des slides de ton séminaire, les slides pour ton webinaire, pour ton challenge, etc. Donc là, tu vas vraiment pouvoir scaler sereinement parce que tu sais que ce qui est dit, c'est pas n'importe quoi. Et comme c'est pas n'importe quoi, et comme c'est pensé pour garder la confiance des gens sur le long terme, tu vas augmenter la LTV, donc la lifetime value. C'est-à-dire que aujourd'hui, la personne, justement, un lead, une personne, voilà, qui rentre dans ton business. J'aime pas trop parler de lead parce que je trouve que ça déshumanise justement les gens. Donc voilà, la personne qui arrive, au lieu de l'aider seulement une fois et peut-être qu'elle va prendre un programme à 1000 euros, en fait, tu vas l'aider 2, 4, 5 fois. Et donc, chacun de ses clients, chacune de ces personnes va rapporter à ton entreprise un chiffre d'affaires peut-être de 10 000 euros au lieu de 1000. Donc, ça signifie que tu as une meilleure rentabilité. Ça signifie que tu peux mettre plus d'argent dans l'acquisition. Imagine que demain, tu peux multiplier par 10 tes coûts d'acquisition, ou par 5, parce que tu sais que derrière, ton expérience client, elle est tellement optimisée que les gens ne peuvent que rester et recommander devenir des ambassadeurs. Ça serait un game changer, on est d'accord. Donc ça, c'est quand même un des principaux bénéfices de faire ça, de faire attention à cette relation client. Donc, tu vas augmenter comme ça ta rentabilité, surtout, comme je disais auparavant au début de cet épisode, surtout quand on sait que les coûts d'acquisition, que ce soit par la pub, par le contenu, explosent. Donc, je vais te donner une preuve parce que peut-être, encore une fois, tu te dis, bon, c'est super, mais ça m'a l'air hyper théorique, ton truc, vraiment dans les chiffres, tu vois, est-ce que vraiment ça marche, Francisco, concrètement? Justement, j'ai passé un extrait dans un épisode précédent. Je sais pas si c'était précédent. Ouais, je crois qu'il est déjà passé. Je m'excuse, mais j'ai un petit trou de mémoire. Mais c'est un témoignage de mon client Jody Cavalli qui raconte du coup dans cette vidéo témoignage
allez, je peux peut-être essayer de la trouver. Ce serait quand même plus sympa. Moi, j'aime bien. Je préfère que plutôt que tu me crois sur parole, je vais aller essayer de trouver cet extrait. Allez, on écoute l'extrait. L'acquisition va se faire par deux prismes principaux, les réseaux sociaux, donc l'organique, dit-on, et les ads, donc la publicité payante. Ils vont arriver sur une page d'inscription, ils arrivent à votre webinaire. Ensuite, vous avez les ventes après le webinaire et ce qu'on appelle le nurturing, donc c'est la relation, ce que vous allez pouvoir entretenir comme relation après pour pouvoir les réinviter potentiellement à d'autres événements, qu'ils soient prospects ou clients. On a parlé de la méthode à 500K. C'est une méthode effectivement qui me rapporte entre 500 000 et 1 million d'euros par an. Ce sont toutes les personnes qui n'ont pas acheté lors de mes webinaires, mais que je réinvite plus tard. Et ils reviennent plus tard parce que j'ai maintenu la relation. Et pour maintenir la relation, il faut tout simplement converser avec eux. La méthode mail, ça vous donne une structure pour vous aider à voir comment vous pouvez converser avec eux. Donc, vous pouvez converser au quotidien en leur montrant ce que vous faites au quotidien. Donc, c'est pour leur montrer ou leur apporter de la valeur. Vous les interrogez sur leur vie, ou leur poser des questions, ou vous susciter des interactions. Vous pouvez lancer une invitation ensuite à vos événements. Et vous pouvez faire également du partage de résultats, souvent celui des autres élèves. OK ? Donc, comme vous l'avez vu dans cette vidéo, Jody et son acolyte Jean Hollander, qui était également présent et qui acquiesce dans cette vidéo, reconnaît du coup ce que je fais, ce que je fais pour Jody, donc savoir maintenir justement cette relation de confiance en m'exprimant 3 fois par semaine à la place de Jody par email, eh bien ça lui rapporte entre 500 000 et 1 million d'euros par an. Parce que justement, comme je le dis, on maintient cette relation, les gens sont avec nous, ils ne passent pas à autre chose, ils ne vont pas aller voir ailleurs, il n'y a pas d'autre shiny object qui les app. Et du coup, quand on les réinvite pour un challenge, par exemple, puisque c'est la méthode de Judy, eh bien, les gens répondent présent parce qu'ils ont confiance en lui et ils viennent à ce challenge et ils sont satisfaits et ils reviennent et ainsi de suite. Chaque année, c'est près, parfois, dans le meilleur des cas, entre 500 000 et 1 million d'euros par an. Quand vous avez, et là on est sur une liste email de, je dirais de 67 000 personnes, très exactement. Sur une liste email de 67 000 personnes. Donc on est un peu plus de 10 euros par lead. Donc imaginez qu'aujourd'hui vous ayez justement une liste peut-être de 50 000 personnes, je vous laisse faire les calculs. Aujourd'hui, vu les coûts, parce que c'est un coût évidemment de faire appel à un ingénieur relationnel, est-ce que c'est vraiment intéressant? Eh bien, dans le pire des cas, dans le cas de Jody, ce que je lui coûte lui rapporte 4900% plus. Il a un retour un ROI de 4900%. Dans le pire des cas, et dans le meilleur des cas, du coup de pratiquement 10 000%. Okay, donc pour 1 euro investi, c'est 10 000 euros qu'il reçoit juste après. Donc voilà, là on est quand même sur une preuve qui est flagrante de l'efficacité de vraiment maintien cette relation. Et moi dans mes emails, la particularité, c'est que je ne vends jamais. Je ne vends jamais. Pourquoi? Parce qu'on garde des périodes très précises, peut-être 2, 3, 4 fois par an. Jody, là, va faire un challenge et il va faire ses ventes. Mais en attendant, entre chaque session de vente, entre chaque lancement, eh bien, on garde que la relation, on cultive ça, on crée du lien. Concrètement, eh bien, on échange, on va discuter avec les gens, on va leur poser des questions, ils vont nous poser des questions, on va discuter, on va être à l'écoute. C'est comme ça qu'on maintient cette relation. Donc, on est là au quotidien avec eux et on les accompagne dans leurs problématiques et on les aide. Et du coup, le moment venu, au moment où on se dit, ok, là, on a un produit, on a une annonce, on a quelque chose à faire, eh bien, on réinvite tout le monde, les gens viennent et on fait, Jody fait comme ça, entre 500 000 et 1 million par an. J'ai également mené une étude. Donc, j'ai regardé, qu'est-ce qui se passe que plus les gens reçoivent, ou en tout cas lisent la newsletter, est-ce que plus, du coup, ils sont à même d'acheter plus tard. Donc, ce que j'ai fait, c'est que pendant un de ces challenges, je dis avant le challenge, donc c'était
Donc de début janvier jusqu'à fin mars, donc j'ai envoyé 29 emails, donc à peu près une moyenne de 3 mails semaine. Et ensuite, j'ai regardé, eh bien, est-ce que plus les gens lisaient les mails, plus ils achetaient. Donc, on a vraiment des résultats qui sont flagrants et qui prouvent que, effectivement, plus les gens lisent la newsletter, plus ils sont rassurés parce que, en fait, qu'est-ce qu'on fait dans cette newsletter? On va augmenter la confiance qu'ils ont en nous, la confiance qu'ils ont en eux-mêmes. On va surmonter leurs peurs, leurs objections, et on va leur donner envie justement de passer à l'action. Et pendant 3 mois, ils sont là, ils sont éduqués et ils sont dans l'attente parce qu'on leur vend rien. Donc le moment où on ouvre les portes d'une formation, en plus là c'est fait au travers par exemple de Jody d'un challenge, ou alors ça peut être juste, des fois c'est arrivé aussi où il a juste fait des lives pendant 2 jours. Et là les ventes explosent. Donc ici typiquement j'ai quelques chiffres intéressants à partager. Donc j'ai envoyé 29 emails et j'ai regardé. Ok, j'ai des gens qui ont lu entre 90% des mails, à peu près, entre 90 et 100% des mails. Et 50% des gens qui ont fait ça, qui ont lu 90% des mails, ont acheté. Les gens qui étaient dans la fourchette 80-90%, des gens qui ont lu entre 80 et 90% des newsletters avant le challenge, ont acheté à 50%. Les gens qui ont lu entre 70 et 80% des mails ont acheté à hauteur de 17,65%. Les gens qui ont lu entre 60 et 70% des mails ont acheté à hauteur de 20,83%. Les gens qui ont lu entre 50 et 60% des mails, 13,79%. Et les gens qui ont pratiquement pas lu d'email, entre 1 et 10%, ils ont acheté à hauteur de 0,17%. Donc, j'ai pas donné tous les chiffres, mais en gros, on a vraiment une courbe simple qui est plus les gens ont lu des mails, plus ils ont acheté. Ce qui signifie que ça fonctionne. C'est-à-dire que, comme je le disais, ça rassure les gens, ils montrent la compétence de Jody, on crée cette relation en étant là, on les aide, on surmonte les peurs, on augmente le désir. Donc il y a vraiment tout un travail qui est fait ici, qui est pensé pour préparer les gens. On les prépare en les aidant. Il n'y a pas de manipulation, on ne vend rien, mais le moment venu, ils sont tellement prêts, on les a chauffés, on les a maintenus chauds, et du coup, au moment où les portes s'ouvrent des ventes, eh bien les gens tout simplement ils achètent. Donc voilà, c'est vraiment des chiffres hyper précis. Autre chiffre qui est vraiment important aujourd'hui si vous hésitez à miser sur la relation client, plutôt que de prendre un copywriter qui fait que vendre et tant pis pour le reste, tant pis pour la relation. Autre chiffre qui vraiment devrait vous faire réfléchir, c'est une étude qui a été menée par l'Inquiry Holding Service. Ok, attendez, je vais essayer parce que j'ai préparé ici un petit document qui en parle un peu mieux. C'est une étude qui a été dirigée par James Oldroyd et Dave Elkington. Ce James Oldroyd, il est professeur au MIT tout de même. Donc, c'est une étude qui a été réalisée, qui a été publiée d'ailleurs le 16 octobre 2007. Et donc, cette étude, qu'est-ce qu'elle prouve? Elle prouve qu'en fait, 50% des gens qui se renseignent sur un produit, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé analyser 15 000 personnes qui se sont intéressées à un produit. Voilà, ils ont montré de l'intérêt pour une entreprise, pour un service, pour un produit. Et puis ça sur une centaine d'entreprises, ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a suivi, on a rappelé chacune de ces personnes pour savoir qui avait acheté et quand, et combien de gens avaient acheté. Donc déjà, on a découvert que sur ces 15 000 personnes qui se sont renseignées sur un produit, eh bien, on a 50 qui ont fini par acheter quelque chose au bout de 18 mois. Ok. Et on a découvert que seulement, et ça c'est vraiment choquant, en tout cas pour moi, quand j'ai découvert cette étude, seulement 10% ont acheté dans les 3 premiers mois. Et
Donc 90% ont acheté jusqu'à 1 an et demi plus tard, donc 18 mois. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'aujourd'hui, si ton copywriter, tes méthodes de vente sont calibrées uniquement pour vendre sur le court terme, et on parle ici des 3 premiers mois, eh bien, tu ne fais que 10% des ventes potentielles, puisque 90% des autres ventes sont faites au-delà de 3 mois. Donc, ça signifie que c'est hyper important, du coup, de maintenir cette relation. C'est hyper important d'avoir justement, et quoi de mieux qu'une newsletter pour maintenir cette relation? Parce qu'évidemment, tu pourrais me dire, écoute, moi j'ai déjà les réseaux sociaux, voilà, j'ai plein de gens qui me suivent. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens suivent en moyenne sur les réseaux sociaux 500 personnes. Et aujourd'hui, le reach, il est extrêmement faible. On a même, je pense, probablement moins d'1% des gens qui te suivent qui voient tes posts. Parce que quand on suit 500 personnes, quand on arrive sur notre feed Insta, LinkedIn et compagnie, on tombe pas forcément sur tes posts. Non, les gens lisent leurs mails, surtout si tu cibles, typiquement, si tu es dans le make money, si tu cibles des entrepreneurs, ça, ce sont des gens qui ouvrent leurs mails tous les jours. Envoyer les emails, c'est quand même le truc le plus efficace. En tout cas, à mon sens. Ça, c'est vraiment un chiffre très puissant. Autre chiffre très puissant, et on a mené une étude, en fait, on a interviewé les abonnés les abonnés à la liste email de Jody. On l'a envoyé un sondage, on a essayé de voir, écoute, est-ce que ils continuaient de lire la newsletter, est-ce qu'ils étaient satisfaits, etc. On a essayé vraiment d'optimiser la chose. On a découvert qu'il y a 35% des abonnés qui lisent la newsletter suivent Jody depuis 1 an. Donc ils sont abonnés depuis 1 an et on a 35% des gens qui sont toujours là 1 an plus tard. C'est quand même assez conséquent. On a aussi 31% des gens qui nous suivent depuis 1 à 6 mois. Donc, ils sont toujours là. Donc, ça signifie que les gens, vraiment, ils nous suivent. Et une autre étude qui démontre ça, c'est une étude de Google qui dit que plus on passe de temps avec quelqu'un, plus on lui fait confiance. Donc ça, vous imaginez le niveau de confiance quand ça fait 1 an qu'on vous suit, qu'on lit les mails de manière régulière. Là, on est vraiment acquis à la cause, à la vision de Jody et on fait une confiance supérieure à la moyenne. Et donc, forcément, on peut vendre beaucoup plus souvent et atteindre les chiffres de 500 000 à 1 million de CA sur 6 millions réalisés l'année dernière. Ensuite, on a demandé sur la fréquence de la newsletter parce que là, quelque chose que tu peux te dire, écoute, 3 mails semaine, ça me paraît beaucoup. Moi, je suis peut-être dans une niche, les gens vont se plaindre, j'envoie déjà un mail et j'ai des gens qui se plaignent, etc. On a demandé du coup si les gens étaient satisfaits, s'ils voulaient qu'on baisse la quantité. Ils nous ont dit, écoute, c'est parfait comme ça. À 81,29% des gens, des répondants en tout cas, de cette enquête, ont dit nous, c'est parfait comme ça. 3 fois par semaine, c'est parfait. On a 10% des gens qui ont dit écoute, moi, je veux bien moins d'emails, mais on a 6%. D'ailleurs, c'est le contraire. On a 10% des gens qui disent moi, je veux plus d'emails et seulement 6 qui disent j'en veux moins. Donc, en réalité, on envoie 3 newsletters, on a 80% des gens qui sont satisfaits et on en a même 10 qui se plaignent parce qu'on n'en a pas assez. Ce qui prouve que quand on fait bien les choses, que quand on a une newsletter de qualité, en fait, cette vieille croyance que aujourd'hui les gens n'ont plus le temps, ne lisent ces mails, évidemment que toi, entrepreneur, évidemment que tu es à la tête d'une belle entreprise, en tout cas je l'espère, t'as pas que ça à faire d'aller lire les mails, c'est évident. Mais rappelle-toi de comment tu étais quand tu as démarré. Moi en tout cas, je me souviens de comment j'étais, je gardais tous les emails que je recevais d'un formateur qui était Stan Leloup. J'avais fait des dossiers où j'avais les mails, je les avais rangés par dossier. Quand il faisait un lancement pour Copywriting Mania, je mettais tous les mails dans ce dossier. Quand il faisait un lancement pour son plan de 90 jours, je le mettais dans ce dossier. J'avais un dossier newsletter. Enfin, je gardais tout parce qu'il y avait tellement de valeur dans ces mails que c'était juste hallucinant. Et c'est ça que j'essaye de faire. Et c'est ça mon objectif. C'est vraiment de créer du contenu d'une telle valeur que les gens, ils trouveront toujours du temps pour du contenu de qualité.
la preuve de ça, c'est si vraiment aujourd'hui les gens n'avaient plus le temps pour rien, pour quoi que ce soit, pourquoi est-ce que les gens regardent binge-watch des séries tout le week-end pendant des heures? En tout cas, peut-être pas nous, entrepreneurs, mais on sait très bien que ça existe. Pourquoi est-ce que des gens vont au cinéma chaque jour, ils regardent des films de 2-3 heures? Pourquoi font-ils ça? Pourquoi est-ce que les gens, et toi-même qui es entrepreneur, lisez des livres de centaines et des centaines de pages? Parce que c'est de la qualité et tout le monde a du temps pour la qualité. Évidemment, personne n'a du temps pour lire des newsletters toutes pourries comme on en voit un peu partout. Quand on fait les choses bien, les gens lisent ce qu'on fait. Et donc, c'est super efficace. Et d'ailleurs, cette newsletter, elle a été notée, on a demandé de 1 à 10, tu lui donnerais quelle note? Et la note est de 9 sur 10. Autre chose au chief vraiment intéressant, c'est que tu pourrais te dire, ok, 3 newsletters, ça paraît beaucoup. Eh bien, on a remarqué que, en fait, j'ai fait des tests et je me suis rendu compte que avant, Jody envoyait des newsletters de manière sporadique et que depuis qu'on envoie de manière fréquente, les taux d'ouverture ont doublé. Ils ont doublé, c'est-à-dire que en fait, on crée cette routine, on crée cette habitude, ok? Elle est ancrée. Les gens savent, on est lundi, on est mercredi, on est samedi, j'ai mon email de Jody qui m'attend. À 8h, boum, il est dans ma boîte mail. Ils ont cette habitude. Et du coup, ça s'inscrit comme dans leur routine de je me brosse les dents, je prends mon petit déj, je lis ma newsletter de Jody, et voilà. Et ma journée commence comme ça. Alors que si tu envoies de manière sporadique de temps en temps des mails, tes taux d'ouverture diminuent. Ça, c'est une preuve de plus que c'est vraiment efficace. Donc, tout ça pour vraiment te dire que, oui, chouchouter les gens, avoir une bonne relation, c'est efficace. Donc, je t'invite aujourd'hui vraiment à imaginer qu'est-ce qui se passerait si aujourd'hui, dans ton business, les gens cessaient d'acheter une fois puis disparaissaient. Alors, j'espère que c'est pas ton cas, mais en tout cas, si c'est ton cas ou s'ils achètent que 1-2 fois, qu'est-ce qui se passerait si ils restaient 2 fois plus longtemps? Qu'est-ce qui se passerait s'ils achetaient 2 fois plus? Qu'est-ce que tu pourrais faire? Qu'est-ce que tu pourrais accomplir? Ok? Ça, vraiment, je te laisse imaginer. Voilà, si quelque chose qui t'intéresse, si tu as envie de creuser, envie de savoir ce qui est proposé, et voilà, moi j'ai justement un produit qui est cette fameuse newsletter. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, si tu as envie de découvrir vraiment dans le détail ce que je fais, et je vais te chercher juste ici une petite... donc, mon service s'appelle le système relationnel. Si tu as envie de savoir c'est quoi ce système relationnel, là, il s'agit des newsletters et comment maintenir justement cette confiance, tu peux m'écrire à francisco@systemmarketing.fr ou alors tu peux aller sur systemmarketing.fr et il y a un formulaire de contact, tout simplement. Et voilà, je te présenterai justement de quoi il en retourne, comment ça fonctionne, etc. Et j'ai également un autre programme qui s'appelle l'accélérateur de confiance. Là, il s'agit de créer une séquence de bienvenue très spéciale puisqu'elle est gamifiée, elle est basée sur le storytelling et les emails à la demande. C'est vraiment unique en France. Je n'ai jamais vu personne mettre ces 3 choses dans une séquence de bienvenue et ça fait vraiment toute la différence. Donc, si tu es intéressé, francisco@systemmarketing.fr ou alors tu vas sur le site, tu vas trouver facilement un formulaire de contact et puis voilà, on en parle, ça t'engage à rien. Au pire, tu découvres un petit peu, tu pourras me poser quelques questions, me cuisiner, tu découvriras un petit peu plus les détails de ma méthode si tu le souhaites. Bon, je te dis à très vite du coup par mail ou alors dans un autre épisode. À bientôt.